Alors, vous avez déjà eu 2 débats. Là, maintenant, vous allez entendre un homme qui va parler tout seul. Il ne se présente plus, il s'appelle Philippe de Villiers. Alors, il est évidemment le créateur du Puy du Fou et c'est déjà une raison de l'applaudir, vous avez raison. Mais il est aussi l'auteur de nombreux livres. Certains ont été écrits bien avant que la réalité ne lui donne raison. Il vient de signer un livre précisément sur l'Union européenne, notamment sur ses débuts, sur ses vices d'origine, comme il les appelle lui-même, et il va vous en parler infiniment mieux que moi. Je vous demande d'accueillir Philippe de Villiers. Chers amis, je voudrais d'abord vous adresser toutes mes excuses, car je ne suis qu'un homme. Normalement, je devais débattre avec Marlène Schiappa, mais elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. En plus, je suis sous le coup de la mauvaise nouvelle qui a été annoncée ce soir par Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. L'ENA est supprimée. Et j'ai une pensée en ce moment, pendant que vous êtes au cirque, pour des gens comme Fabius et Juppé qui prennent leur tisane, leur dernière tisane. Alors, je vais vous parler de mon dernier livre qui s'appelle « J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu ». J'ai écrit ce livre parce que je pense que l'Europe n'est pas l'Union européenne, que l'Union européenne n'est pas l'Europe. L'Europe est un principe spirituel qui s'enrichit au contact des nations qui en sont les composantes. J'ai écrit ce livre et j'ai choisi ce titre à la suite d'une rencontre avec Maurice Couve de Murville, l'ancien ministre des Affaires étrangères pendant 10 ans de la France, qui connaissait tout sur tout, qui connaissait les dessous de la construction européenne, mieux que quiconque. On l'appelait la banquise. Ce jour-là, au dessert, lors de notre déjeuner, la banquise s'enflamma. Et il me dit en tapant sur la table, « Philippe, la genèse de la construction européenne. Il suffirait de tirer sur le fil et tout viendrait. » Sur le fil, mais quel fil? Sur le fil du mensonge. Cette phrase, je l'ai enfouie en moi, je l'ai pratiquement oubliée, jusqu'à une rencontre inopinée avec des professeurs, des universitaires brillants, qui étaient titulaires de ce qu'on appelle des chaires Jean Monnet. Et ces titulaires m'ont confié 3 choses. D'abord, tout l'enseignement de l'histoire de la construction européenne passe par les chaires Jean Monnet, dans toute l'Europe. Ensuite, ces chaires Jean Monnet sont entièrement financées par Bruxelles. Enfin, et surtout, Bruxelles veille au grain, Bruxelles surveille toutes les recherches aventureuses, toutes les curiosités inopportunes, afin d'éviter toute publication malencontreuse des archives aujourd'hui déclassifiées. Alors, j'ai décidé de tirer sur le fil parce que j'ai compris que derrière la vérité officielle de l'arche d'alliance portée par les Lévites de Bruxelles, il y avait une autre vérité dérangeante
la vérité des archives de Stanford, de Washington, de Berlin, de Moscou, de Lausanne, de Florence. Et j'ai envoyé des brigades d'explorateurs dans toutes ces archives et j'ai choisi 110 pages que j'ai publiées dans ce livre. En réalité, le fil du mensonge, c'est le fil de 3 mensonges, chaussés les uns dans les autres. En allant du moins important vers le plus important, énumérons ces 3 mensonges. Le premier mensonge, c'est que l'Europe ne relève pas du réel. La construction européenne, soyons précis, ne relève pas du réel, mais de l'idéologie. Il s'agit même d'une mythologie. Un mythe, le mythe des pères fondateurs, le mythe de la journée de l'Europe. Tout ça a été travaillé, tout ça a été savamment préparé, comme dans toute idéologie. Et le mythe, il est incorrigible, il est intouchable, il est incritiquable et il est imperméable au réel. Comme dans tous les systèmes à temporalité close, le système européen s'auto-raconte. Et tous ceux qui font la moue, les eurocritiques, les eurosceptiques, les euroréalistes, les souverainistes, sont désignés à la psychiatrisation, comme dans tous les systèmes totalitaires. J'en sais quelque chose. C'est-à-dire que ce sont des malades qui sont contaminés par ce que Emmanuel Macron a appelé la lèpre populiste. Profitant de la présence de la télévision, je lui adresse un message en lui disant « Emmanuel, je suis lépreux. Je suis populiste et je ne me soigne pas. » Ce ne sont pas que des malades, ce sont des maniaques. On les soupçonne de dormir en felgrao et de céder à des rêves fantasmés de retour des années 30. Toute la journée, à longueur de radio, dans les journaux, on entend cette petite musique, écoutez-la, ici au Cirque d'hiver. Écoutez le feulement de la bête immonde. Les bruits de bottes qui reviennent. On est tout près. Peut-être que parmi vous, il y a des souverainistes qui s'ignorent. Eh bien, il faut qu'ils sachent qu'ils sont des crypto-collabos, des crypto-nazis. Ainsi le veut le mythe, pour qu'on puisse dire que la construction européenne est sortie tout armée du cerveau de la résistance. Pour qu'on puisse dire qu'il est grand temps de sacrifier les vieilles nations pour éviter le retour d'un nouveau Hitler. Il faut que les eurosceptiques soient des crypto-nazis. De cette manière-là, ils se tapissent chez eux, dans leur cave. Ils n'osent plus sortir. Et c'est d'ailleurs le cas depuis si longtemps. Et on s'étonne après des élections qui ne sont pas conformes aux sondages. Alors j'ai travaillé sur cette question. Étant fils de résistant, je me suis dit, mais alors, je résiste aux résistants. C'est curieux. Et puis j'ai découvert que mes recherches ne confirmaient pas ce point. Les 3 pères fondateurs ne sont pas à proprement parler des résistants. Et ça heurte beaucoup mes contradicteurs. Robert Schuman a passé sa Première Guerre mondiale sous l'uniforme allemand et sa Deuxième Guerre mondiale en villégiature spirituelle de monastère en monastère. Il a été amené à voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il est devenu le ministre de Vichy. Alors on dit maintenant, ah oui mais c'était à l'insu de son plein gré, comme Richard Virenque, comme Nathalie Loiseau-Augude. Et il a été frappé en 1945, tenez-vous bien, de l'indignité nationale. On ne peut pas appeler ça un résistant. Quant
à Jean Monnet. Il a passé sa première guerre à la City, puis sa deuxième guerre à Wall Street. En mai 1943, il a écrit une lettre à Roosevelt et à Harry Hopkins pour éliminer physiquement De Gaulle. Ce n'est pas ce qu'on appelle un acte de résistance. Et tout son arsenal sémantique, toute sa panoplie, il est allé la chercher à Uriage, c'est-à-dire à l'école créée par le maréchal Pétain avec du noyer de ce Gonzague. Marché commun, ça vient d'Uriage. Communauté, ça vient d'Uriage. Et puis il y a le troisième homme, le père caché. Là, j'ai fait une découverte. Dossier 1266, Koblenz, archives allemandes. Vous pouvez y aller, vous allez découvrir ce que j'ai découvert. Il a appartenu à 4 organisations nazies. Il a été un des juristes d'Hitler, chargé d'ailleurs de rédiger le cadre national de la DOS Neue Europa. Et ensuite, il a été nommé en 1943 officier en enseignement du national-socialisme aux armées. Là, il a été capturé à Cherbourg par l'armée américaine, puis rééduqué à Fort Getty, rééduqué, on dirait déradicalisé, et il est devenu ensuite américanophile, et il a été imposé à Adenauer comme négociateur allemand dans toutes les négociations. Il était négociateur au traité de Rome au Capitole, et il est devenu le premier président de la Commission européenne. Étonnez-vous qu'ensuite il se soit opposé au général de Gaulle sur l'affaire de la chaise vide. Alors, vous savez ce qu'on m'a répondu? Extraordinaire. On m'a répondu, tout ça, c'est faux, et d'ailleurs, on le savait depuis longtemps. Le deuxième mensonge porte sur le complotisme. Le complotisme. Les souverainistes sont des complotistes. C'est-à-dire qu'ils conspirent contre la paix, la prospérité, l'unité, les droits de l'homme, le progrès. Mais en réalité, j'explique dans mon livre, à partir des archives que j'ai trouvées, que c'est la construction européenne qui est intrinsèquement conspirationniste. Toute la vie de Monnet, toute l'activité de Monnet, elle est conspirationniste. La Ford Connection, la team Monnet, s'appelle elle-même le cercle des conjurés. Puis la rue de Martignac, le commissariat au plan, où il travaille avec ses amis pour contourner le Quai d'Orsay, jugé trop nationaliste, s'appelle le commando des conjurés. Et la méthode Monnet, dont vous avez certainement entendu parler, la fameuse méthode Monnet des petits pas, de l'engrenage, du spillover effect, comme on dit aux États-Unis, c'est une méthode qui consiste à contourner les peuples. En fait, la construction européenne est un être des abysses. Ce qu'elle craint, c'est la lumière. C'est un tueur en série de la démocratie en Europe. Le troisième message, c'est le plus important. C'est l'Europe puissance. Il en a été question tout à l'heure, j'y reviens. L'Europe puissance. Je me souviens à un moment de Maastricht, Delors qui nous disait « Mais Philippe de Villiers, vous ne pouvez pas être contre l'Europe puissance !» Giscard, en 2005, avec la Constitution, le Jefferson de l'Auvergne. Vous ne pouvez pas être contre l'Europe puissance. Macron à la Sorbonne, l'Europe puissance. Alors j'ai étudié ce mot et la course astrale de ce mot. En réalité, ce mot, il est né aux États-Unis. Ce sont les Américains, c'est la CIA qui a inventé le concept d'Europe puissance pour faire croire aux Européens et faire naître en eux les ferveurs populaires pour l'Europe, qui n'existaient pas, faire croire qu'on allait faire une Europe indépendante. Les Américains, les Soviétiques, disait-on à l'époque, n'ont qu'à bien se tenir. Mais en réalité, il n'en était pas question. J'entendais tout à l'heure les débats précédents, mais aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi? C'est une cible, c'est une proie. Les Américains nous considèrent comme une colonie. Les Russes demandent quel numéro de téléphone, comme disait Kissinger dans le temps. Les Chinois, un terrain de jeu, les routes de la soie. Erdogan nous fait payer une dîme léonine, comme une zone de dimitude pour faire de la rétention de migrants, vu qu'on est incapable de protéger notre frontière. C'est quoi l'Europe? C'est une proie, c'est une cible. C'est plus que ça. Alors, l'Europe puissance, voilà ma découverte. Le département d'État, je pèse mes mots,
le département d'État a pris prétexte de la guerre froide pour configurer une Europe à sa main avec, je cite, Dean Acheson, le secrétaire d'État, un marché annexe pour écouler les surcapacités productives, nous y sommes, une commission exécutive, je dis bien une commission exécutive adémocratique, une gouvernance acéphale, avec un fédérateur extérieur américain, c'est-à-dire une architecture post-politique déjà, comme les autorités, la vallée autorité, c'est un terme américain, et surtout un bloc géopolitique américano-centré avec les États européens démantelés. Voilà ce qui figure dans mon livre, dans les archives que je publie, et qui sont des archives américaines, et qui sont les confidences des secrétaires d'État successifs, John Foster Dulles, Dean Acheson et tous les autres, George Ball et tous les autres. Et donc en fait, il n'y avait pas d'Europe puissance. Et j'ai fait 2 découvertes. La première, il y a un petit livre rouge, vous l'avez peut-être eu entre les mains. Ce petit livre rouge, il circule dans toutes les écoles le 9 mai, le jour de la journée de l'Europe. Et dans les universités, on lit des extraits. Ce sont les mémoires de Monnet. Eh bien, les mémoires de Monnet n'ont pas été écrits par Monnet et n'ont pas été financés par la France. C'est une opération de la CIA qui a été financée par l'Amérique, par la Ford Foundation, la Chase Manhattan. Il y a tous les documents. Mais plus grave encore, pendant 15 ans, Schuman et Monnet ont reçu des versements, écoutez chaque mot, parce que chaque mot est lourd de sens, des versements secrets des milieux venant des milieux de la CIA, avec en contrepartie des opérations d'influence au service des intérêts américains. Tout à l'heure, Éric Zemmour a cité un exemple, une illustration que je cite dans mon livre et que je développe, l'affaire du fameux traité franco-allemand, au service des intérêts américains, pendant 15 ans. Et les sommes sont considérables. Alors je me suis reporté vers les mémoires de Monnet, je me suis reporté vers les hagiographes qu'on appelle les historiens agréés, et en fait, Monnet, il dit, c'est merveilleux, c'est touchant, il dit, je n'avais pas de moyens, heureusement j'ai eu des concours bénévoles, on se croirait au Puy du Fou. Alors la question que je voudrais poser en conclusion, elle est simple. Est-ce que c'est une dérive ou est-ce que c'est un vice constitutif? Cette Europe sans corps, qui a immolé son enveloppe charnelle, cette Europe qui n'est plus un corps politique, qui n'est plus qu'un corpus juridique, une sorte de lieu moral des droits de l'homme, elle n'est pas née comme ça. Le gène déconstructeur de l'Europe d'aujourd'hui, qui mine l'Europe d'aujourd'hui, était dans l'ADN du corps d'intention des pères fondateurs. Il y avait 2 principes actifs. Déjà dans le traité de Rome, la liberté de circulation qui a préparé la fin de la frontière physique, et donc l'homme nomade et l'homme remplaçable, et la fin de la frontière anthropologique qui a préparé ce qu'on connaît aujourd'hui, la fabrique de l'homme de sable. Alors, il y a une question qui se pose, et je laisse le soin tout à l'heure à Michel Houellebecq et Bruno Duterte d'y répondre. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense que le mur de Maastricht va tomber. Il va tomber tout seul, le mur du mensonge. Pour 2 raisons. D'abord, le décrochage des peuples, parce que le rêve de la fusion des nations, le rêve des élites post-nationales, s'est désintégré, parce qu'il était tramé dans un tissu de mensonges, la prospérité, la protection, la sécurité. Et aussi et surtout, à cause de la fragmentation de l'Europe. Il y a une fracture entre 2 mondes. J'ai rencontré longuement Viktor Orban. Il m'a expliqué ce que je vais vous dire maintenant. Il m'a dit, voilà, il y a 2 Europes. Il y a en fait l'Europe des peuples vaincus qui baignent dans leur névrose, qui font le vide sur tout leur passé, qui suspectent l'idée même d'exaltation et de ferveur, qui pratiquent l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés. En fait, c'est l'Europe de Monnet, l'Europe de Soros, c'est l'Europe d'un traumatisme en marche. Et puis il y a une autre Europe, la nôtre,
est celle du Brexit, celle du sentiment national, celle qui veut garder ses frontières, celle qui veut garder sa civilisation, comme disait tout à l'heure François-Xavier Bellamy avec beaucoup de justesse. Cette Europe-là, elle va survivre. C'est la seule qui va survivre. Je voudrais simplement vous dire, puisque François-Xavier tout à l'heure a parlé de Notre-Dame de Paris, chacun d'entre nous a vécu un moment qu'il n'oubliera jamais. Une nuit blanche, une nuit allégorique. On voyait ces sapeurs-pompiers qui prenaient tous les risques. Ce n'était pas simplement pour aller sauver un chef-d'œuvre universel, comme dirait Jacques Attali. C'était aussi pour sauver quelque chose de mystérieux pour eux, puisque souvent ils n'ont rien reçu. Sinon, l'idée de la nécessité des secours et de la mission accomplie. Il y avait dans ce mystère quelque chose de profondément touchant, comme une angoisse, une stupeur et en même temps une folle espérance. Et moi je me disais au fond, voilà, on est au cœur du débat sur l'Europe. Parce que cette cathédrale qui brûlait sous nos yeux impuissants, c'était l'œuvre, ce fut l'œuvre, c'est l'œuvre d'un peuple, d'une vieille nation, d'un peuple qui a déployé ses aspirations, ses expressions les plus pures de son génie créateur, d'un peuple qui a déposé dans cette arche de Noé, dans ce vaisseau renversé, nos forêts, nos jardins et nos soleils levants, le nombre d'or d'un peuple qui a donné des ailes à la pierre. Mais ce n'est pas que cela, c'est aussi un élan. C'est aussi un principe spirituel, c'est aussi une religion incarnée. C'est l'accord parfait du burin sur la pierre et du souffle de l'esprit. Alors l'Europe que nous voulons, ce n'est pas l'Union européenne. Elle est morte. Elle est comme un canard sans tête qui court encore dans une cour de ferme et qui a le culot de se retourner. L'Europe que nous voulons, ce n'est pas l'Europe des Femen qui nous ont perturbés tout à l'heure. Ce n'est pas l'Europe de la déconstruction qui se fait au nom de la construction européenne. L'Europe que nous voulons, ce n'est pas l'Europe de la flèche LGBT, de la flèche inclusive, du geste architectural dans l'espace pour tenter quelque chose de nouveau, pour faire du nouveau. L'Europe que nous voulons, c'est l'Europe de nos racines, l'Europe de notre civilisation. Nous voulons l'Europe du bourdon, Emmanuel, pour qu'il continue à sonner demain comme hier. Les heures, les grandes heures de la France et la grandeur de notre civilisation, comme le disait tout à l'heure François-Xavier. Voilà l'Europe que nous voulons. Nous ne sommes pas contre l'Europe. L'Europe, elle nous a fait. L'Europe est un principe spirituel qui s'enrichit de respecter les nations qui la composent. Merci de votre attention.